Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Malaise à Toulouse, le dossier Allègre et ses rumeurs ont déjà fait une victime. Le procureur général Jean Wolf, qui révélait hier sa mise en cause, a été remplacé et déjà un troisième magistrat prend la parole pour se défendre. Jour J pour les retraites, le projet a été adopté en Conseil des ministres. Jacques Chirac parle d'une réforme urgente et juste. Le Parti communiste annonce le dépôt de 10 000 amendements à l'Assemblée. La CGT, FO et les syndicats enseignants préparent une grande grève mardi prochain. Trains, avions, impôts, mais aussi métallurgie et chimie entre autres. Routes fermées, transports suspendus, missiles, drones et troupes d'élite. À 4 jours du début du G8, une partie de la Haute-Savoie est transformée en zone d'exception. Nous irons à Annemasse. Le Rwanda tente de tourner la page. 9 ans après les 800 000 morts du génocide, une nouvelle constitution vient d'être adoptée. Hutu, Tutsi, malgré le passé, peuvent-ils vivre ensemble? C'est le dossier de cette édition. Soupçons sur les traitements hormonaux de la ménopause. 3 études américaines montrent qu'ils augmentent les risques de démence et d'attaque cérébrale. Nous en verrons le détail. Enfin, gardez vos éventails et vos ventilateurs sous la main. Vous l'avez sans doute constaté, on a frôlé des records de chaleur et ça va continuer demain. Reportage à Royan. On commence donc avec les derniers développements de l'affaire Allègre. Depuis plusieurs jours, Toulouse vit au rythme de ses rumeurs et de ses rebondissements. Dernière conséquence en date, aujourd'hui, on s'en doutait un peu, le procureur général Jean Wolf a été remplacé. Il avait lui-même indiqué qu'il était mis en cause. En annonçant cette décision, le garde des Sceaux, Dominique Perben, a eu des mots assez secs, une phrase remarquée en tout cas. Yann Fronty, Jacques Gérard. Pas un commentaire. Le visage grave, Jean Wolf ne souhaite pas s'exprimer. Il sait pourtant depuis ce matin qu'il n'est plus procureur général de Toulouse. Le ministre de la Justice l'a démis de ses fonctions. Dominique Perben n'a pas du tout apprécié l'interview de ce magistrat donnée hier dans l'Est républicain. Il y admettait que sa position était devenue intenable et critiquait sa hiérarchie pour son manque de soutien. C'est une mesure prise dans l'intérêt du service, qui n'a rien à voir avec le fait que M. Wolf ait été cité dans la procédure, ça n'a rien à voir avec cela, mais parce que je considère que l'institution judiciaire doit être en capacité de faire face à une situation qui aujourd'hui est difficile. Dominique Perben est très clair, c'est l'image de tous les magistrats qui est en danger avec l'affaire de Toulouse. Cet après-midi, il a réuni tous les procureurs généraux, sans la presse, avec 2 messages clairs. Il sanctionnera sans hésiter les erreurs et soutiendra les innocents. Le tout nouveau comité d'éthique le conseillera dans ce sens. Le départ du procureur Wolf permettra-t-il à la justice toulousaine de travailler normalement? Pas sûr, selon certains magistrats. Il est certain qu'il faut que cette affaire soit dépaysée parce que ça sera plus serein pour la justice de juger cette affaire ailleurs qu'à Toulouse. Imaginez les collègues de Toulouse qui vont juger et qui ont croisé dans les couloirs du tribunal des personnes qui peuvent être impliquées. Il est certain que pour l'impartialité des magistrats, pour protéger aussi les magistrats de Toulouse, il est bon que cette affaire soit jugée ailleurs qu'à Toulouse. Jean Wolf sera remplacé par cet homme, Michel Barrot. Il était jusqu'à présent procureur de Créteil, en pleine affaire des HLM de Paris. C'est donc un habitué des affaires sensibles et médiatiques. Et aujourd'hui, je vous le disais, un nouveau magistrat est sorti du silence. Alors comment vit-on cette affaire à Toulouse, au palais de justice et ailleurs? Reportage Yasmina Farber, Florence Bouquilla. Jean-Jacques Ignacio est le 3e magistrat qui révèle sa mise en cause dans l'affaire Allègre. Lui aussi a choisi la presse écrite. Non, je ne veux pas. Écoutez, je ne veux pas. Le substitut général confirme qu'il est cité par les anciennes prostituées. Ce sont des menteuses, dit-il. Je vous l'ai dit ce matin. Dans ce palais de justice en pleine rénovation, les coups de théâtre ébranlent ceux qui y travaillent. François Thévenot continue de traiter consciencieusement les affaires courantes, les accidents de la route. Quant au dossier Allègre, le magistrat souhaite qu'il reste à Toulouse. Les enquêteurs ont bonne réputation. Cette crédibilité, on va la rechercher. Nos collègues saisis du dossier vont la rechercher à travers des investigations qui doivent aller le plus loin possible pour trouver la vérité. À Toulouse, l'affaire Allègre se vit comme un roman policier. Toute la ville en parle, des noms circulent. Qui sera le prochain sur la liste? Je n'exclus pas qu'à l'heure actuelle, on soit dans un dérapage tel que l'on soit proche d'une sorte d'hallucination collective. Je vous regarde un peu différemment, parce que je ne sais plus qui est où. Il faut qu'on arrête. Alors, véritable scandale ou manipulation, commence à se poser la question, d'autant plus ce À soir, Sud Radio, la rédaction suit ce feuilleton au quotidien. Les journalistes marchent sur des œufs. C'est potentiellement, oui, une énorme bombe dans une ville comme Toulouse, et même, je pense, au niveau national.
Encore une fois, on est quand même prudent. Pour l'instant, il y a une enquête en cours, il n'y a pas de preuves ni dans un sens ou dans un autre. Dans une lettre de soutien, le départ précipité du procureur général a, dit-on, le goût amer de l'injustice. Rumeur, vérité, justice, 3 mots qui rythment le quotidien à Toulouse. Et on a appris aujourd'hui que l'un des témoins de l'accusation, le travesti surnommé Jamel, mis en examen pour témoignage mensonger et écroué hier, on en parlait ici même, a tenté de se suicider dans sa cellule. Il a été transporté à l'hôpital et devrait être suivi par un psychiatre. La crise sociale, c'est une bataille de position qui est engagée entre le gouvernement et les syndicats qui préparent une grande journée de grève mardi prochain, on va y revenir dans un instant. Mais en attendant, la réforme des retraites suit son cours avec le calendrier prévu. Le projet a donc été adopté en Conseil des ministres, soutien de Jacques Chirac et chahut à l'Assemblée. Alexandre Carra. Détendu, presque souriant, Jean-Pierre Raffarin ce matin. Même attendu, le soutien du président de la République, c'est un peu de réconfort dans la tourmente sociale. Pour la première fois, Jacques Chirac est sorti de sa réserve pour soutenir la réforme des retraites. C'est une réforme urgente, dit-il. Il était de la responsabilité du gouvernement d'agir, et d'agir sans retard pour éviter de devoir prendre un jour des mesures brutales. C'est une réforme juste. François Fillon a lui aussi apprécié. Il semble même pressé d'en découdre avec l'opposition. On entre maintenant dans une nouvelle phase, qui est la phase du débat parlementaire. Et je l'attends avec beaucoup d'impatience parce qu'elle va permettre de mesurer qu'il n'y a pas d'alternative crédible à la réforme que nous proposons. Luc Ferry, le ministre de l'Éducation, lui, presse le pas et s'engouffre sans un mot dans sa voiture. À l'Assemblée, un peu plus tard, Jean-Pierre Raffarin parle de l'éducation nationale, une réponse à une question de l'UMP, Jacques Barrot. J'ai tendu la main aux forces sociales. Je leur dis, mettons-nous autour de la table de négociation. À son tour, le président du groupe socialiste l'interpelle. Vous êtes la majorité parlementaire. Nous sommes l'opposition. Nous aimerions que de temps en temps vous nous écoutiez et répondiez à nos questions. Mais c'est Luc Ferry qui se lève pour répondre. Sur les bancs de la gauche, on n'apprécie pas. Monsieur Ferry, vous avez la parole. Répondez. Monsieur Ferry, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Vous donnez un spectacle épouvantable. Monsieur Ferry, vous avez la parole. Merci de cet enthousiasme. À défaut d'enthousiasme, voilà qui promet de l'ambiance pour l'examen de la réforme des retraites, d'autant que le groupe communiste a déjà annoncé qu'il déposerait plus de 10 000 amendements. Quant aux syndicats opposés à la réforme, ils persistent. Ils étaient réunis ce soir près de Paris. Alors à quoi faut-il s'attendre? Sur place, Martin Gouès, Laurent Hainaut. Tout un symbole, le rendez-vous a lieu rue Jules Ferry. Pour les syndicats opposés à la réforme Fillon, le gouvernement veut passer en force. Nous pensons que ce que fait le gouvernement est un déni de démocratie en interdisant dorénavant aux organisations syndicales, c'est ce qu'a dit François Fillon ce matin, ils n'ont plus de légitimité, voire même ils porteraient atteinte à la légitimité des élus si nous faisions aujourd'hui pression. C'est une bien curieuse conception de la démocratie. En moins d'une heure et demie, les numéros 2 des syndicats se sont mis d'accord. Après la journée de dimanche, la pression ne doit pas baisser. Rendez-vous le 3 juin pour une mobilisation générale, publique-privée. Pour faire reculer le gouvernement, nous savons et nous disons qu'une généralisation du mouvement est nécessaire et que le 3 juin s'inscrit dans ce processus de généralisation. La menace est claire, si le gouvernement ne veut pas renégocier, le mouvement pourrait alors s'amplifier. Voilà, Bagnolet, où l'on retrouve en direct Agnès Molinier. Bonsoir Agnès. Peut-on parler de durcissement? Est-ce que le mot grève générale, par exemple, a été prononcé? Non, justement, David. On a eu le sentiment ici à Bagnolet que les syndicats jouaient sur un fil, donc ils jouaient sur les mots. Vous l'avez dit, ils n'appellent pas à la grève générale, mais à une généralisation du mouvement, car manifestement, ils sentent bien que dans les grandes entreprises publiques, la mobilisation n'est plus ce qu'elle était. À la SNCF, par exemple, les cheminots autonomes n'iront pas à la grève, ainsi que plusieurs syndicats de la RATP, dont Force ouvrière. Manifestement, les promesses de maintien des régimes spéciaux ont porté leurs fruits, alors ils ont décidé de faire autrement. Ils incitent tous ceux qui le veulent à toute forme d'action, de la grève aux manifs. Impossible de dire ce soir à quoi ressemblera la journée de mardi. Ce qui est sûr, David, c'est que décidément, le mouvement social de 2003 ressemble de moins en moins à celui de 95. Merci Agnès. Il faut tout de même s'attendre à de fortes perturbations pour cette journée de mardi, même si on l'a entendu, le front n'est pas uni.
On va voir ça en détail. À la SNCF, donc, tous les syndicats, sauf, et vous le disiez Agnès, ça n'est pas négligeable, les autonomes appellent à la grève à partir de lundi 20h. Côté RATP, seule la CGT donc appelle à cesser le travail. Il devrait donc y avoir des métros et des bus. Grève prévue aussi dans les transports urbains de toutes les grandes villes. Et attention également, si vous prenez l'avion, 10 syndicats appellent à la grève à Air France. Grève également chez les contrôleurs aériens, ainsi que chez les enseignants, on l'a entendu et on y reviendra dans un instant, à la Poste, France Télécom, dans l'administration des impôts, des douanes, ainsi que dans les industries chimiques, métallurgiques, notamment à l'appel de la CGT et Force ouvrière. Cette liste n'est pas exhaustive. Alors les enseignants, précisément, on y vient. Les propos de Jean-Pierre Raffarin hier ne les ont pas apaisés, donc. Ils s'associent au mouvement de mardi prochain et chacun commence maintenant à s'interroger sur les épreuves du bac. Elles commencent le 12 juin. Claude Poznanski, Jean-Marc Nouknouk. En plein dans les examens et je sais pas ce qu'ils vont faire quoi, parce que nous si on est en grève on fait pas les examens hein. Justement, le bac c'est dans 15 jours. Pourra-t-il se dérouler normalement? Certains professeurs évoquent la possibilité de ne pas corriger les copies, d'autres seraient prêts à aller plus loin en s'opposant physiquement, comme à la Seine-sur-Mer, à la tenue des épreuves. Les syndicats, eux, n'appellent pas au boycott, mais ils mettent en garde le gouvernement. Les parents sont inquiets, les élèves sont inquiets, il faut le comprendre. Mais aujourd'hui, c'est le Premier ministre, en refusant de répondre clairement, qui choisit de mettre la pression sur cet examen. Je pense que le gouvernement essaie de jouer l'opinion publique contre nous. À Toulouse, quelques parents et des élèves sont venus manifester devant le rectorat pour réclamer le maintien des examens. On ne renie pas les revendications des professeurs, mais on demande au moins que les examens se passent en toute tranquillité pour nos enfants. On comprend qu'ils soient pas contents, mais se servir de nous comme des objets de chantage, ça c'est pas normal. Mais il n'y a pas que le baccalauréat. Dans les universités, les partiels sont déjà perturbés, comme à Lille, à Perpignan et à Amiens, où les étudiants s'inquiètent. Déçus par la déclaration hier du Premier ministre, les syndicats se prononcent pour un durcissement du mouvement. Nous appelons à une grande journée nationale de grève et de manifestation le 3 juin. On s'achemine sans doute vers une épreuve de force. Jean-Pierre Raffarin a prévenu, il ne tolérera aucun débordement empêchant la tenue des examens. Et à ce propos, regardez ce chiffre. 88% des Français estiment que l'exercice du droit de grève ne doit pas empêcher les élèves de passer les examens. Sondage CSA pour Valeurs Actuelles, cela dit, ils sont 59% à penser que les syndicats d'enseignants sont soucieux de l'intérêt des élèves. Et on s'arrête un moment pour comprendre ce malaise des professeurs, car la question des moyens régulièrement posés masque souvent une crise plus profonde. Enquête Nabila Tabouri, Sophie Laurent. Je sais pas, moi je me mets pas en grève 5 semaines parce que j'ai juste de vagues appréhensions quoi. Au-delà des retraites et de la décentralisation, les enseignants veulent exprimer un profond malaise. Caroline a 27 ans. Depuis 2 ans, elle est professeure de lettres dans un collège difficile. Sur 50 minutes de cours, il y a en gros, en moyenne, 20 minutes de discipline et en fait 30 minutes de pédagogie. Il y en a aussi qui visiblement sont pas à leur place dans ces cours-là. Donc ça peut être des élèves aussi qui se lèvent, qui suivent pas du tout le cours, qui ont envie de chanter, qui se mettent à chanter. Enfin. Les professeurs sont-ils suffisamment nombreux pour encadrer les enfants? À l'évidence, oui. D'après un récent rapport de la Cour des comptes, le nombre d'enseignants est même en hausse, 41 838 de plus en 5 ans, tandis que le nombre d'élèves diminue, moins 350 000 de 95 à 2000. Thierry est professeur d'anglais dans un lycée professionnel depuis 22 ans. Pour lui, le problème, c'est que les élèves ont vraiment changé de comportement. Dans une classe, il y avait 5-6 élèves qui pouvaient poser problème, on arrivait à gérer. Et puis après, si les autres travaillaient, ils étaient un peu entraînés. Maintenant, c'est l'inverse qui se passe. Nous, on y croit. Le problème, c'est que les élèves en face de nous, je suis pas sûre qu'ils soient aussi motivés que nous. Et pourtant, des moyens, il en existe. Le budget de l'éducation nationale est même le premier budget de l'État et il ne cesse d'augmenter, contrairement à nos voisins européens, plus 12 milliards d'euros en 5 ans. Mais pour les enseignants, cet argent est mal utilisé. Par exemple, il n'y en aurait pas assez pour la formation continue. J'ai des élèves qui savent à peine lire, qui savent à peine écrire et je suis totalement désarmée parce que j'ai pas la compétence et j'ai pas la formation nécessaire pour pouvoir intégrer ces élèves à l'ensemble de la classe, à l'ensemble de la progression des élèves. Les élèves français sont de plus en plus nombreux à accéder au bac, mais ils sont 50% à rater leur DUG. Un constat d'échec pour les enseignants, ceux-là même qui militent pour l'égalité des chances.
des enseignants qui n'arrivent pas à inverser la tendance. La panique et le découragement en Algérie où plus un jour ne passe, semble-t-il, sans nouvelles secousses. Regardez d'abord ces images tournées hier au moment de la réplique de 5,8 sur l'échelle de Richter. À ce moment-là, ce journaliste de la télévision était en plein reportage. Voilà, bilan 330 blessés qui ont tous quitté l'hôpital aujourd'hui, c'est ce qu'indique le ministre de l'Intérieur. Et encore une secousse donc aujourd'hui, cette fois mesurée à 5,2, à Regaïa, à 30 km d'Alger, l'une des plus hautes tours de la ville, ébranlée mercredi dernier, a fini par s'effondrer. Envoyé spécial Loïc Delamornay, Frédéric Bonnet. Les 15 étages de la tour numéro 15 se sont empilés d'un coup. Les secouristes doivent jouer des coudes avec les centaines d'habitants massés sur le chantier. Ils se heurtent au problème récurrent depuis le séisme, l'absence de périmètre de sécurité autour des décombres. Plus loin, un habitant du quartier s'énerve devant ce qui était si prévisible. J'ai sollicité les officiers de la sécurité. Je leur ai signalé que c'est un lieu très dangereux. Il ne faut pas s'intéresser uniquement aux morts. Et il faut protéger les vivants du bâtiment 15, qu'ils étaient en train d'évacuer leurs biens. Hier, 5 personnes venues récupérer leurs affaires étaient dans la tour lors de la réplique. Nous retrouvons Ali. Il se rend compte rétrospectivement de son inconscience. Quand j'imagine qu'on était au 10e, moi, après vous, je suis monté à plusieurs reprises. Ça me fait vraiment peur. C'est inimaginable de toute façon. Si Ali nous connaît bien, c'est parce que nous l'avions accompagné dans cette tour, effritée mais encore debout, il y a quelques jours. Mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Parce que le bâtiment est anti-sismique. C'est les Français qui ont construit ça. Sincèrement, une chance, ça ne se reproduit plus. Nous avions tourné ces images 2 jours après le séisme. Dans un dédale de plâtre et de cloisons chancelantes, les habitants prenaient le risque d'évacuer tables, bibelots et tapis. Au pied de l'immeuble, le président du comité de quartier sermonnait les adolescents imprudents et s'inquiétait justement de l'absence de périmètre de sécurité. Les autorités sont absentes, nos vies sont menacées. S'il y avait un périmètre de sécurité, vous auriez certainement remarqué le bondage Cette sagesse, le président ne se l'est pourtant pas imposée à lui-même. Malgré ses mises en garde, ici, lors de notre interview, il est revenu hier soir récupérer quelques affaires à 18h44 et est entré dans la tour. Il a été enseveli sous ses décombres. En bref, en Irak, satisfaction pour la famille du caméraman français disparu Frédéric Nérac. Le gouvernement britannique a décidé d'ouvrir une enquête officielle. Et on revient maintenant sur un massacre oublié, le génocide au Rwanda. C'était il y a 9 ans, 500 000 Tutsis assassinés par des Hutus, lesquels furent à leur tour pris pour cible. Total entre 800 000 et 1 million de morts et l'exode de 2,5 millions de personnes pour fuir les violences dans ce pays grand comme 5 départements français. Un pays qui tente maintenant de se reconstruire. Le tribunal pénal international a condamné, tant bien que mal, 12 responsables à des peines de 10 ans de prison et plus. Et une nouvelle constitution vient d'être adoptée. La question demeure, 9 ans après ces massacres, les Hutus et les Tutsis peuvent-ils vivre ensemble? C'est le dossier de cette édition. Envoyés spéciaux Fanny Auvergne, Hervé Pozzo. Emmanuel est un des seuls rescapés du massacre de Morambi. C'était en 1994, des milliers de Tutsis fuyaient la terreur. Ils pensaient trouver dans cette école un refuge. En une nuit, les extrémistes Hutus ont commis ici l'une des pires tueries, à la grenade et à la machette. Les squelettes sont toujours là, blanchis à la chaux, 40 000 victimes. Emmanuel est le gardien du mémorial. Lui, le Tutsi qui a perdu toute sa famille, doit parler aujourd'hui avec les assassins d'hier. Ordre du gouvernement, l'heure est à la réconciliation nationale. Les mains se joignent, Emmanuel détourne le regard. J'ai tué 9 personnes que je ne connaissais pas. À l'époque, en apparence, nous étions des êtres humains. Mais à l'intérieur de nous, nous étions des bêtes sauvages.
Quelques banalités échangées, puis plus rien à se dire. J'ai toujours peur, mais je fais confiance aux autorités. Je crois quand même que la sauvagerie ne peut pas disparaître si facilement. Au Rwanda, les prisons débordent. Il faudrait plus de 150 ans pour juger tous les prisonniers responsables des massacres. Alors aujourd'hui, s'ils plaident coupables, ils sont libres. 20 000 prisonniers Hutus sont donc rentrés chez eux ces dernières semaines. Sur le bord du chemin, Emmanuel, le rescapé, nous raconte qu'en contrebas de la route, il y avait un charnier. Un ancien détenu, tout juste libéré, confirme. Oui, c'est vrai, on a tué beaucoup de gens ici. On les exécutait là-bas, à la barrière, puis on les jetait dans la fosse. Un échange, des ébauches de dialogue qui n'effacent pas toutes les rancœurs. Désormais, il est interdit dans tout le pays de faire la distinction entre Hutu et Tutsi, de dire qui a été bourreau, qui a été victime. Les habitants ne veulent plus dévoiler leur ethnie. Tout le monde a eu l'expérience du génocide et connaît les conséquences. Aucun Rwandais n'accepterait plus de tuer son voisin. Il irait directement en prison. Une réconciliation à marche forcée, mais les habitants ont-ils le choix quand la moitié de la population vit avec moins d'$1 par jour? L'ancienne école de Morambi ouvrira bientôt ses portes au public. Emmanuel espère que, sans oublier, les Rwandais accompliront alors leur travail de mémoire. L'Afrique qui doit être une priorité au G8, c'est ce qu'a indiqué l'Elysée aujourd'hui. Le sommet des 7 pays les plus industrialisés plus la Russie commence, vous le savez, samedi à Évian. Mais déjà la rive sud du lac Léman en Haute-Savoie est devenue une zone d'exception. Les déplacements y sont strictement réglementés. Reportage à Annemasse, Dorothée Cochard, Yves Juncker. L'hélicoptère a tourné tout l'après-midi, histoire de surveiller l'arrivée des manifestants anti-G8. Dernière journée d'installation. Voilà, c'est ici qu'on a ce qui sera la grande place, où il y a encore pour l'instant les tentes des gens qui l'ont construit, etc. Avec attention, on peaufine les derniers panneaux indicateurs. Les lieux de discussion sont déjà opérationnels et ce sera bien là l'essentiel avant la grande manifestation de dimanche. Mais on ne se contente pas non plus de vivre le nez dans les tracts. On est allé inviter tous les voisins du petit village derrière là-bas à prendre l'apéro avec nous ce soir. Donc j'espère qu'ils viendront nombreux, mais on a eu des retours. On sait qu'il y en a un certain nombre qui viendront. Le maire du village viendra aussi pour boire l'apéro. À quelques kilomètres de là, les citadins sont plus réticents. Et même si la ville d'Annemasse n'a rien d'un symbole du capitalisme, la plupart craignent les casseurs et les pilleurs. Du coup, une bonne partie du centre-ville se barricade. Ça va, ça tient. C'est du solide. Mais comme on n'est jamais trop prudent, les employés du magasin ont passé la matinée à vider tout le local de ses vêtements. Au fait, petit message à l'attention des casseurs. Il n'y a plus rien. Donc ce sera des efforts. Toujours est-il que les envahisseurs d'aujourd'hui n'étaient pas ceux que l'on attendait. La sécurité aussi implique parfois quelques petits encombrements. La fin de l'impunité se confirme pour les villas de luxe illégales ou tout autre type de construction sans permis sur la Côte d'Azur. Dernier dossier en date, la villa tropézienne du guide gastronomique Christian Millot. La Cour d'appel a confirmé sa démolition aujourd'hui. Francis Moisoyer, Raymond Chaplard sur place. Voici l'objet du litige. La superbe villa de 200 mètres carrés avec piscine et vue imprenable sur mer du cofondateur du Goemio. Sera-t-elle détruite pour irrégularité du permis de construire? Cet illustre propriétaire refuse de s'y résoudre. C'est vrai que c'est assez angoissant ça. Bon, une fois que les choses arrivent, je suis pas tout jeune, 74 ans, mais je sais me battre. En ordonnant la démolition, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a donné raison à 2 plaignants, la municipalité de Saint-Tropez et un voisin de Christian Millot. Le plus gros coût de construction sans permis de la Côte d'Azur et de Saint-Tropez, à mon avis, des 10 dernières années, c'est la porte à côté. C'est un monsieur qui a fait environ, grosso modo, entre 250 et 400 mètres carrés sans aucun permis. L'affaire semble bien plus complexe. D'après l'avocat de Christian Millot, l'agrandissement de 19 mètres carrés d'un bureau en 95 serait tout à fait légal. Il reconnaît néanmoins les irrégularités commises en 89 au moment de la construction, mais parle de prescription. La maison devait être horizontale, du moins verticale, elle était horizontalisée à la demande de l'architecte des bâtiments de France. Très bien, il aurait fallu faire des formalités administratives qui n'ont pas été faites, dont acte, mea culpa. Christian Millot, qui s'est pourvu en cassation, dispose aujourd'hui d'un répit. Mais la menace de voir sa maison réduite à néant reste bien présente.
Dernière minute avec la rubrique justice et le procès du milieu varois. Pascal Perletto a été condamné à 20 ans de prison il y a quelques instants par la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône. Antoine Cossu, l'ancien homme de confiance de Francis le Belge, a écopé lui de 11 ans de réclusion criminelle. L'environnement avec cette décision spectaculaire de la mairie de Paris. À partir de 2004, l'an prochain, il n'y aura plus d'eau minérale servie lors des réunions, commissions ou colloques. Ce sera régime ordinaire pour tout le monde, l'eau du robinet. Marie-Pierre Samitier, Vincent Beaufartigue. Terminé les 5000 bouteilles d'eau minérale consommées chaque année à l'hôtel de ville. La décision a été adoptée en grande pompe en conseil municipal. Désormais, on boira l'eau du robinet dans les réunions, les colloques et les réceptions. Les contribuables parisiens seront contents, on compte économiser 30% des dépenses en eau. En reposant cette question orale sur pourquoi on n'a toujours pas de l'eau du robinet à l'hôtel de ville, les décisions se sont accélérées. Vous êtes ravis? Non, mais je suis très satisfaite, oui. La majorité socialiste a trouvé soudain l'eau comme l'idée très bonne. Mais pour l'instant, les réunions se font encore à l'eau minérale. La décision ne s'appliquera qu'à la fin de l'année. L'eau de Paris est d'excellente qualité, sauf qu'il y a à l'hôtel de ville des canalisations qui sont un peu anciennes et donc qui sont un peu chargées en plomb. Et donc il faut pour cela aussi que nous remplacions quelques canalisations de façon à ce que, évidemment, cette eau soit tout à fait conforme à la réglementation. Il faudra donc changer toutes ces vieilles canalisations en plomb, car la réglementation à la fin de l'année imposera pour tous les Parisiens que l'eau contienne moins de 25 microgrammes de plomb par litre. Or aujourd'hui, elle en compte 33. En attendant, l'eau du robinet a ses accros. L'adjoint aux finances, M. Sauter, il prend que de l'eau de robinet. Et la plupart déjà des secrétaires adjoints et tout, la plupart des directeurs, ils prennent de l'eau de robinet. Ils vous demandent l'eau du robinet? Oui, directement, oui. Parce que c'est potable. Ça prouve que l'eau du robinet elle est bonne. À Paris, on l'a décrété, l'eau du robinet est tendance, même si c'est à contre-courant de la consommation d'eau minérale en France, qui est en très forte augmentation. La consommation encore et cette polémique sur le verrouillage des CD, les disques compacts. Le piratage, on le sait, est un fléau pour l'industrie musicale, mais apparemment les nouvelles normes de sécurité vont un peu loin. Impossible de lire certains CD sur des ordinateurs et même sur un autoradio. Abdel Mostefa, Philippe Jasselin, Dominique Bonnet. Écoutez le dernier album de Souchon, Carla Bruni ou Eminem sur son ordinateur. Rien de plus simple, sauf que parfois... Je me suis acheté un CD, j'ai eu la surprise de constater que ce CD ne fonctionne correctement que dans mon lecteur DVD. Sur mon poste CD, rien, et sur mon ordinateur, mes enceintes se sont transformées en casseroles. Une lettre de protestation parmi plusieurs centaines. Que choisir a recensé pour l'instant 350 CD protégés sur le marché français. Illégal, selon l'association qui a décidé de porter plainte contre certaines maisons de disques. En tout cas, ces verrous-là ne sont pas légaux. Et ils ne sont pas légaux parce que lorsque le CD n'est pas lisible, c'est finalement un vice caché. L'attente légitime d'un consommateur, c'est la moindre des choses, c'est de pouvoir lire un CD sur un lecteur standard. Ces petits logos ont commencé à fleurir il y a 1 an et demi. D'après les maisons de disques, la meilleure parade contre le piratage. Selon elles, ne pas pouvoir écouter un CD sur son autoradio ou le copier sur son ordinateur, des dégâts collatéraux et provisoires. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de mettre en place d'ici quelques mois en effet, selon un calendrier entre 2003 et 2004, de mettre en place des mesures techniques qui permettront à la fois aux gens de faire plusieurs copies, on ne sait pas encore le nombre exact, mais qui sera cohérent avec le nombre d'appareils moyens que les Français ont dans leur foyer, et les mesures techniques qui doivent lutter contre la piraterie. Des maisons de disques favorables à la copie étrange? Non, normal. Sur chaque CD vierge acheté, une taxe est perçue. En 2002, elle a rapporté 135 millions d'euros. La santé avec ses soupçons sur les traitements hormonaux de la ménopause. Des millions de femmes sont bien sûr concernées. Et bien 3 études américaines montrent que ces traitements augmentent les risques de démence et d'attaque cérébrale. Sophie Mézel, Bernard Puisseau. En France, près de 2 millions de femmes autour de la cinquantaine se font traiter contre les effets secondaires de la ménopause. Pour combattre les bouffées de chaleur ou la fragilité osseuse, elles prennent sous forme de gélules, de patchs ou de gel des hormones femelles, œstrogènes et progestérone, que leurs ovaires ne produisent plus. Or, des études américaines de très grande ampleur viennent de démontrer qu'en dépit d'avantages incontestables, ces traitements peuvent aussi accroître le risque de démence qui passe de 1 à 2%. De quoi alerter le corps médical, même s'il est vrai que les traitements américains ne sont pas comparables aux traitements français. L'œstrogène utilisé dans cette étude est un œstrogène qui est issu de l'urine de juments gravides. Donc c'est quelque chose d'extraction animale, comme on dit, alors qu'en France c'était produit de synthèse, mais
qui correspondent à l'hormone naturelle de la femme. Quant au progestatif, on en a énormément de sortes en France, qui n'est pas celui qui est utilisé en général aux États-Unis. Les traitements français présentent-ils alors des risques, oui ou non? En l'absence d'études, françaises ou même européennes, il est pour l'heure impossible de répondre. La prudence est pourtant de mise et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de la santé affirme aujourd'hui que les traitements hormonaux doivent être précédés de bilans complets et ne plus être prescrits de manière systématique. Le cinquantenaire de la première ascension de l'Everest, 8 anniversaire endeuillé par un accident d'hélicoptère. L'appareil qui transportait des alpinistes s'est écrasé près du camp de base. Bilan 2 morts, 2 Népalais et 7 autres blessés. Accident qui relancera sans doute les critiques sur la trop grande fréquentation du site. On en parlait hier. Cela dit, l'Everest, qui était un exploit inouï il y a 50 ans, reste aujourd'hui une aventure et bien plus que cela. Julien Beaumont. La déesse du ciel, voilà comment les Tibétains l'appellent. À 8850 mètres, l'Everest, le plus haut point de la planète, a toujours fasciné. Les premiers à avoir atteint le sommet, ce sont eux, Edmond Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay. C'était le 29 mai 1953. Ils mettent fin à 32 années d'expédition inachevée. La conquête de l'Everest est aussi un enjeu politique. L'armée chinoise en 1960 trouve une nouvelle voie, la face nord. Dernier record en date, cet homme, un Japonais, a 70 ans. Il est le plus vieux à avoir réussi l'ascension. Pour célébrer le 50e anniversaire, une équipe française s'est lancée dans l'aventure. 2 mois d'expédition pour un moment de bonheur. J'ai assisté à un lever de soleil donc sur une ligne d'horizon tirée à la règle avec un bleu turquoise très dense. C'est un spectacle, une image qui m'a marqué à vie, quoi, que j'oublierai jamais. 1200 personnes ont foulé le toit du monde sur les 10 000 qui ont tenté. Des expéditions aujourd'hui plus nombreuses, plus meurtrières aussi. 120 alpinistes y ont laissé leur vie. Comme cet homme, mort pour avoir voulu se reposer quelques instants avant de redescendre. Des drames que le gouvernement népalais veut éviter. À l'avenir, le niveau des alpinistes pourrait être contrôlé, même si les amoureux de la montagne rêvent tous un jour de se mesurer à l'Everest. Un autre anniversaire, celui de la ville de Saint-Pétersbourg, la cité impériale bâtie il y a 300 ans par Pierre le Grand et accessoirement ville de naissance de Vladimir Poutine. 90 navires anciens étaient montrés à cette occasion aujourd'hui. Partout dans cette ville-musée, on a rénové les façades. Mais nos envoyés spéciaux Dominique Derda et Franck Brisset ont également aperçu l'envers du décor. Voici leur reportage. Anna Grigorievna n'est pas du genre à se plaindre. Lorsque le mois dernier, des ouvriers municipaux ont érigé devant sa maison une clôture de plus de 2 mètres de haut, lorsqu'ils lui ont offert de la peinture et un pinceau tout neuf, elle s'est dit que pour une fois, elle avait bien de la chance. Quand ils l'ont installé, ils m'ont dit que c'était un cadeau. Et ça vous plaît ? Et comment que ça me plaît? Pensez donc, une belle clôture comme ça. Sur la route, goudronnée de frais, qui mène de l'aéroport au palais de Constantin, la résidence des hôtes de Vladimir Poutine, des kilomètres de palissades. Comme si à la veille des célébrations du tricentenaire de la ville, on avait voulu jeter un voile pudique sur la misère des petites gens. C'est de la poudre aux yeux, pour que les étrangers qui passeront ici s'imaginent qu'on vit bien. Moi, ça fait 17 ans que je vis ici. Et j'attends toujours qu'on me raccorde à l'électricité. Je peux toujours attendre, tout le monde s'en fiche. 3 siècles après sa fondation par Pierre le Grand à l'embouchure de la Neva, Saint-Pétersbourg brille à nouveau de tous ses feux, du moins en apparence. Que le président russe soit originaire de l'ancienne capitale impériale y est sans doute pour quelque chose. Le Kremlin n'a pas lésiné sur les moyens pour rendre à la Venise du Nord son lustre d'antan. Priorité fut donnée aux églises, aux palais, aux musées du centre-ville, dont bien évidemment le plus célèbre d'entre eux, celui de l'Ermitage. Mais les rénovations ne sont souvent que de façade, un rapide coup de peinture qui ne tiendra probablement que le temps des festivités. Les immeubles d'habitation, eux, pourront attendre. Mis en cause pour sa gestion des finances publiques, Vladimir Yakovlev, le gouverneur de la région, sait qu'il ne survivra sans doute pas, lui non plus, aux commémorations, même s'il ne manque pas de supporters. Quand Pierre le Grand a construit ici sa première maison, elle était en bois, mais en trompe-l'œil. Il l'a fait peindre pour que de loin, on croit qu'elle était en briques. Depuis, rien n'a vraiment changé. Sur les berges du fleuve, certains bâtiments que l'on n'a pas eu le temps de repeindre ont été recouverts de bâches, décorés à l'identique.
Les délégations officielles, lorsqu'elles descendront en bateau la Neva, n'y verront que du feu. C'est bien là l'essentiel. Une superbe découverte archéologique en Espagne, sans doute la plus vieille sépulture jamais trouvée, âge présumé 350 000 ans. Laurence de Cherf, Benoît Jourdan. Surgit du passé, taillé à la perfection, magique pour les archéologues, au point de la surnommer Excalibur. Cette œuvre d'art de 15 cm en quartzite rouge a été retrouvée dans 7 avennes de 15 mètres de profondeur dans la Sierra d'Atapuerca en Espagne. Cette trouvaille serait la plus ancienne trace de rite funéraire. 350 000 ans, c'est l'âge de cette pièce qui n'a jamais été utilisée comme outil, découverte au milieu des restes de 32 humains. Comme l'atteste l'état des ossements, les corps ont tous été jetés à l'état de cadavres. Il s'agit donc bien d'une forme de sépulture dans laquelle les archéologues espagnols ont retrouvé ce crâne avec le somptueux objet. Il a été taillé avec un soin tout particulier. Il présente une parfaite symétrie bilatérale et bifaciale. Les bords sont parfaitement réguliers. Manifestement, cet objet a été soigné pour être jeté en offrande dans cette avenne. Et nous sommes en présence du premier témoignage d'une pensée symbolique. Jusqu'ici, les pratiques de rites funéraires retrouvés ne dépassaient pas 100 000 ans. Cette découverte laisse penser que les mythes autour de la mort ont pu débuter beaucoup plus tôt, il y a 350 000 ans. Sport tennis, journée sans surprise à Roland-Garros. À noter tout de même l'élimination du Russe Kafelnikov et de la Slovaque Antoucheva. Les autres têtes de série l'ont emporté, y compris il y a quelques instants Amélie Mauresmo, Nathanaël Dorinxin, Alain Poirier. Poliment, Amélie Mauresmo remercie les supporters du Central. Ils l'ont attendu toute la journée. Malheureusement pour eux, ce soir, leur favorite n'avait pas de temps à perdre. Expéditive dès le début de la rencontre, offensive tout au long du match, la Française remporte la première manche 6-1 en 24 minutes. Lina Krasnorodskaya, la Russe, semble bien incapable de résister à Amélie Mauresmo. 6-2 dans le deuxième set. La Française a passé 50 minutes sur le court, juste le temps de se qualifier pour le troisième tour. Un mot de football, Monaco rétrogradé en Ligue 2 malgré sa deuxième place au championnat de France de Ligue 1 et sa victoire en Coupe de la Ligue. Décision de la direction de contrôle de gestion en raison de ses difficultés financières. Le club accuse un déficit d'au moins 53 millions d'euros. Monaco qui, selon les observateurs, aurait toutes les chances de faire annuler cette sanction en appel, moyennant un plan de rigueur et peut-être un changement d'équipe dirigeante. Le football qui recrute ses stars de plus en plus tôt, en tout cas aux États-Unis, c'est le cas du jeune Freddy Adu. Il n'a que 13 ans, il s'entraîne actuellement avec les juniors de l'équipe américaine et un équipementier sportif lui a proposé tout simplement un contrat d'1 million de dollars. Un grand rayon de soleil pour terminer avec, vous l'avez peut-être constaté, la canicule sur l'ensemble du pays. À Royan notamment, il faisait 31 degrés, 10 de plus que les normales saisonnières. Christophe de Valambra, Philippe Ritten. À Royan, c'est bien connu, le thermomètre de l'opticien ne se trompe jamais. 31 degrés cet après-midi, la première grosse chaleur de l'année. Oui, c'est un record pour l'époque là, donc nous sommes surpris et nous espérons que ça durera. Car la chaleur au bord de la mer, c'est bon pour le moral des touristes. Il y a comme un air de vacances, un heureux préambule estival, et sur la plage, la plupart apprécient. J'adore la chaleur. Bon. Je voudrais brunir, je voudrais rentrer toute bronzée à Limoges. Plus de 30 degrés, c'est pas trop? Vous croyez qu'il y a plus de 30 degrés aujourd'hui? Plus de 30 degrés? Mais c'est bien le premier soleil, hein, ça fait du bien. Pour autant, ce coup de chaud est arrivé soudainement, de quoi perturber les plus sensibles à la chaleur. Je trouve que c'est trop chaud, mais comme je suis avec une amie qui aime beaucoup la chaleur, par amitié, je supporte. Vous prenez des précautions particulières pour l'enfant quand il fait chaud comme ça? Bien sûr, oui, déjà je le couvre, et la crème, et la casquette, et de l'eau, et tout ce qu'il faut. La vanille. Tu veux la vanille? Et s'il y a des précautions à prendre quand il fait très chaud, il y a aussi les petits plaisirs à s'offrir. Aujourd'hui, les marchands de glace se frottaient les mains. Vous en vendez beaucoup des glaces aujourd'hui? Oui, on vend beaucoup de glace aujourd'hui. Dès que le thermomètre monte, vous en vendez plus? Voilà, on en vend beaucoup plus. C'est une bonne journée pour vous alors cette grosse chaleur. C'est une excellente journée. Oui, c'est ça. Pour les stations balnéaires, ce coup de chaleur en plein week-end prolongé est une aubaine. Il devrait attirer de nombreux touristes sur les plages et lancer en grande pompe la saison estivale.
Et on se quitte avec de la peinture et cette exposition à partir du 28 mai à la Bibliothèque nationale de France à Paris de l'œuvre imprimée de Pierre Soulages, Christophe Hérault, Diane Richard. Une silhouette massive de rugbyman, des tubes cabossés, os brûlés et noirs d'ivoire, voici le peintre et ses outils. Épaisse et profonde, la peinture colle à tous les objets de l'atelier de Pierre Soulages. Ce noir, son noir lumière qui vient de loin, de son enfance. J'étais un enfant timide. Ce que j'essayais de faire, vraisemblablement, c'est de rendre le papier de mon cahier d'écolier plus blanc, plus grisâtre le papier. Et avec le noir à côté, il devient presque éblouissant. C'est probablement ce que j'essayais de faire, mais c'est l'explication que je donne maintenant. Pierre Soulages est né à la veille de Noël en 1919 dans l'aride département de l'Aveyron. En 1938, il découvre Cézanne et Picasso et se consacre à la peinture. Ses grands formats noirs et obsédants sont sa signature. Mais moins connus sont ses estampes et ses gravures. De la toile à la plaque de cuivre, de la brosse à la presse, c'est le même geste, la même recherche de forme et de lumière, la même vigueur et qu'importe le support. Il n'y a aucune raison de se limiter comme ça, de cloisonner toute chose dans une technique. Je crois qu'il faut être libre avec ce que l'on veut voir se produire. Et ce qui compte, c'est l'art, c'est la poésie des choses. Unique et inlassable, Pierre Soulages, à 83 ans, est toujours un chercheur. Et il n'est pas venu le temps de ses rétrospectives. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les rétrospectives, c'est la peinture que je vais faire demain. Vous l'imaginez un peu, la peinture de demain? Ah non, ah non, non. Si je l'imaginais, je serais celui qui ne fait que retrouver ce qu'il a déjà voulu, et ça serait tout contraire à ma manière d'être, à ma manière de peindre, à ma manière de vivre aussi. La Bibliothèque nationale de France a sorti de ses archives ses estampes et ses eaux fortes pour voir surgir ses ocres de cuivre, ses bleus de l'acide et ses blancs de papier flirtant avec le noir Soulages. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, la chaleur continue, point en route Valérie Maurice, Bison futé voie rouge, 21h l'Instit, l'Ange des Vignes avec Gérard Klein, l'info sur France de 1h, dernier journal Ève Mettet, et on se quitte sur ces images d'un téléphone portable d'un nouveau genre. On n'arrête pas le progrès, c'est une montre téléphone, elle se porte donc au poignet et on détache le téléphone quand il sonne, une innovation japonaise, le prix 270 €. À demain.